En vue, la construction du réseau backbone national en fibre optique et la mise en œuvre d'actions d'urgence pour la télévision numérique de terre. Le Conseil des ministres de ce mercredi vient d'ordonner la concrétisation de ces différents dossiers. Pas signataire de l'accord préliminaire de Ouagadougou, mais partie prenante du processus de sortie de crise au Mali, les groupes armés de la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance et le mouvement arabe de l'Azawad s'engagent à respecter la lettre et l'esprit de cet accord. Une déclaration signée hier à Ouagadougou les y engage. Et puis, journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, le Burkina mise sur la réduction de la mortalité des patients. Ce 19 juin, l'accent est mis aussi sur la formation des médecins et agents de santé sur la prise en charge des urgences de la drépanocytose. Madame, Messieurs, bonsoir. Les médiateurs africains reçus ce jour par le président du Faso, réunis depuis hier à Ouagadougou dans le cadre d'un forum continental, ils ont tenu à rendre une visite de courtoisie au chef de l'État burkinabé, une occasion pour solliciter de Blaise Compaoré son appui pour l'envoi de la médiation institutionnelle en Afrique. Alima Deboura, porte-parole de la délégation, au micro de Maïmouna Traoré. C'est d'abord des remerciements et aussi présenter les différents médiateurs ombudsman qui ont fait le déplacement de Ouagadougou. Donc nous avons parlé de la médiation institutionnelle. Nous lui avons demandé d'être notre porte-parole auprès de ses pairs pour le renforcement de la médiation institutionnelle, là où ça existe et là où ça n'existe pas, qu'il puisse nous accompagner par un plaidoyer afin que les autres pays puissent créer des institutions de médiation institutionnelle. Compte tenu du contexte en Afrique où nous constatons les conflits entre les États, les conflits à l'intérieur des États comme ça, c'est le cas au Mali, nous avons un rôle à jouer. Mercredi, jour de conseil des ministres, plusieurs dossiers à l'ordre du jour de ce 19 juin. Le rapport relatif au projet de construction du réseau backbone national en fibre optique, celui relatif à l'état de mise en œuvre et action d'urgence pour la télévision numérique de terre et aussi le plan quinquennal d'entretien routier sur la période 2012-2016. Le point est sur ces dossiers avec Nyaki Teda. Le projet de construction du réseau backbone vers une réalité au Burkina Faso avec la présentation et l'adoption d'un rapport relatif aujourd'hui en Conseil des ministres. Il s'agira de mettre en place un réseau de fibres optiques souterrains pour faire véhiculer l'information par l'Internet. L'ensemble de toutes les banques, de toutes les sociétés d'assurance, de toute l'administration, du réseau Résina, de toutes les universités, des hôpitaux seront connectés et seront reliés à ce réseau de façon à ce que ces structures-là puissent avoir la large bande, c'est-à-dire le haut débit Internet, pour pouvoir faire par exemple du téléenseignement, pour pouvoir faire de la télésanté, pour pouvoir faire du e-bank, du e-commerce. Ce réseau va couvrir 5500 km et touchera les 45 chefs-lieux de province et 82 autres chefs-lieux de communes avec 9 interconnexions. Il créera 20 000 à 50 000 emplois. C'est un projet structurant et va beaucoup aider à la mise en œuvre de la TNT, la télévision numérique de terre. Le ministre de la Communication a d'ailleurs présenté un rapport relatif à l'état de mise en œuvre et action d'urgence pour la TNT au Burkina Faso. L'Assemblée nationale a voté la loi que nous lui avions présentée en son temps, mais aussi le gouvernement avait accédé il y a 4 ou 5 semaines à la création de la Société burkinabé de télédiffusion qui doit être l'opérateur de diffusion de la transition numérique. Et justement, dans la suite de cela, il fallait présenter un rapport en conseil pour envisager les mesures urgentes à prendre pour réaliser le premier multiplex dans les délais, mais aussi pour voir toute la campagne de communication qui doit être menée auprès des acteurs. Le ministre de la Communication a aussi fait au Conseil le point sur la subvention de l'État à la presse privée. Cette subvention est partie de 100 millions et aujourd'hui on est à 250 millions. Et cette subvention connaît des modalités de gestion. On a fait un tant soit peu le bilan et on a présenté au gouvernement tout ce qui a été fait jusqu'à présent, les différents mécanismes et la contribution. Mais aussi on a présenté les difficultés. Aujourd'hui, le secteur des médias au début de la subvention et aujourd'hui a totalement changé. Il y a beaucoup plus d'organes, mais aussi il y a des règles aussi de gestion des finances
qu'il faille intégrer et prendre en compte. Et donc, il faut des mécanismes adaptés. Le réseau routier burkinabé, qui connaît un retard d'entretien de 60 milliards de francs CFA, était également à l'ordre du jour du Conseil des ministres dès ce jour avec la présentation du rapport relatif au plan quinquennal d'entretien routier. Le scénario qui a été retenu est celui qui nous permet de faire un investissement de 29 milliards par an pour l'entretien périodique de nos routes. Sur ces 29 milliards, nous aurons 23 milliards pour l'entretien périodique et nous aurons les 6 milliards pour l'entretien courant. Le plan en question couvre la période 2012-2016. Examiné également en Conseil des ministres de ce jour, le rapport relatif aux mesures de réorientation, de renforcement des projets et plans d'action 2013 du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. La situation sociale du Burkina a aussi retenu l'attention des membres du gouvernement et du président du Conseil des ministres. Explication Nyakiteda. Le PSE, le programme spécial de création d'emplois, lancé en 2012, pour répondre aux questions d'emploi amenées jeunes et femmes, va connaître une réorientation. Il sera renforcé avec de nouveaux projets pour la période 2013. C'est ce qui ressort du rapport présenté au Conseil des ministres par le ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi. On a effectivement recentré le programme-là en lien avec les différentes politiques sectorielles déjà existantes. Ça vient corriger comme quelque chose parce que le programme c'est un programme interministériel, ça implique plusieurs ministères et le programme était exécuté parfois comme un cheveu dans la soupe, c'est comme si ça ne s'insérait pas dans le programme sectoriel, n'est-ce pas, des différents ministères. On a regardé ça dans ce sens. On a aussi revu le mode de gestion même du programme en responsabilisant les ministères impliqués. On a surtout aussi renforcé les équipes de supervision et de suivi. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a quant à lui présenté un rapport sur l'état des lieux des conflits de travail dans les secteurs publics et privés. Le rapport fait ressortir effectivement qu'il y a de nombreux conflits, des conflits sous-jacents, des conflits dormants ou alors des conflits ouverts qui nécessitent d'être traités en urgence, faute de quoi cela pourrait mettre en jeu la paix sociale et donc gravement en danger la mise en œuvre des programmes de développement du gouvernement. Le rapport a en conséquence proposé un certain nombre de recommandations et de stratégies permettant de gérer de manière préventive, de gérer de manière stratégique les crises pour éviter que la multiplication de ces crises ne mette en danger la paix sociale dans notre pays. L'ambition du gouvernement, c'est de rassembler les directions régionales dans un même bâtiment au niveau des régions, d'où la construction des hôtels administratifs de type R+2. Les derniers lots seront bientôt érigés dans les 6 chefs-lieux de région restants avec l'adoption aujourd'hui d'un rapport relatif à un appel d'offres restreint accéléré pour la construction de 6 hôtels administratifs de l'État. En tirant leçon de ce que nous avions vécu pour la première phase, nous avions voulu présélectionner les entreprises qui ont été performantes à la première phase, à qui on a ajouté un certain nombre d'entreprises. Tout cela dans le but de pouvoir avoir les bâtiments là dans 8 mois. Autre rapport présenté ces jours, c'est celui relatif à l'organisation du ministère chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques. Le ministère est chargé maintenant avec des relations avec les institutions. Avant, c'était uniquement avec le Parlement. Et donc, il y a les institutions qui sont constitutionnelles et les institutions qui sont non constitutionnelles. Nous allons donc créer une direction générale des relations avec les institutions, mais en distinguant d'une part les institutions constitutionnelles où il y aura un directeur et puis les institutions non constitutionnelles où il y aura également un directeur. Le Mali, avec cette étape décisive sur le chemin de l'élection présidentielle et de la paix définitive, l'accord préliminaire signé hier entre le gouvernement malien et les rebelles du MNLA et du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad présage des lendemains meilleurs. Kidal, la ville de la discorde, verra bientôt la cohabitation entre rebelles Touareg et armées maliennes. Retour sur 2 semaines de négociations difficiles mais fructueuses et zoom sur les signatures de l'accord de Ouagadougou avec Fousseni Kindo. Bamako et les rebelles Touareg du MNLA et du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad se mettent d'accord pour faciliter l'organisation de l'élection présidentielle au Mali dès juillet prochain, ainsi que le déploiement de l'armée malienne à Kidal. Il aura fallu environ 2 semaines pour que les différentes parties parviennent à cet accord.
Un accouchement difficile qui a semblé entraîner la médiation dans l'impasse. Avec cet accord préliminaire, on s'achemine vers un retour définitif de la paix au Mali. Étape importante que cette signature, mais le plus dur est devant nous, amener les uns et les autres à s'engager sincèrement dans la voie de la paix et de la stabilité, à restaurer la stabilité dans le pays. Je crois que ça demande que chacun se surpasse, que chacun pense enfin à ce pauvre pays, à ce pauvre peuple, fortement ébranlé et fortement éprouvé depuis 18 mois. Mais que prévoit l'accord de Ouagadougou? L'accord préliminaire prévoit un retour de l'armée malienne à Kidal et un cantonnement des combattants touaregs sur des sites de regroupement. Les soldats maliens seront accompagnés par les forces de l'ONU et de l'armée française. Les partis s'engagent également à faciliter le déploiement de l'administration générale et les services sociaux de base dans le nord du Mali. Rappelez-vous, en 2012, les djihadistes avaient évincé le MNLA et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad dans cette partie du Mali. Mais avec l'opération Serval, les rebelles Touaregs s'étaient installés à nouveau en janvier 2013. Et le gouvernement malien souhaite réaffirmer la souveraineté de l'État malien sur ces territoires. L'accord de Ouagadougou qui vient d'être signé réjouit la communauté internationale qui estime qu'il a une portée historique. Nous félicitons les partis pour le progrès qui a été fait. Nous avons soutenu le médiateur, le président Blaise Compaoré, dans son travail important. Je crois que c'est une première étape pour créer les conditions pour une discussion fondamentale sur les problèmes de Mali, un dialogue inclusif. Je crois aussi que ça facilite les élections présidentielles. Et je crois que les partis ont montré beaucoup de courage. Si l'accord doit aider à la tenue de l'élection présidentielle de juillet prochain, ce n'est qu'après que les pourparlers de paix pourront être engagés avec le nouveau pouvoir à Bamako et les différentes parties du Nord. Et on pourra alors décider du sort de l'Azawad. Une signature peut en cacher une autre. Les groupes armés de la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance et le mouvement arabe de l'Azawad ont à leur tour apposé leur signature sur une déclaration d'adhésion à l'accord préliminaire de Ouagadougou. Ces groupes armés s'engagent au respect de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale et des valeurs républicaines. Décryptage d'une négociation avec Fousseni Kindo. Un acte qui matérialise l'adhésion des groupes armés à l'accord préliminaire. La coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance et le mouvement arabe de l'Azawad s'engagent à respecter les dispositions contenues dans l'accord préliminaire, notamment le respect de l'intégrité du Mali, l'unité du Mali et les valeurs républicaines maliennes. Ces groupes armés, qui se donnent la vocation de groupes d'autodéfense au nord, expriment également leur adhésion totale au principe de désarmement et de cantonnement de tous les groupes armés. Nous n'avons aucun inconvénient et nous disons solennellement, si ces groupes armés respectent les accords, nous les respecterons. Au cas échéant, nous nous défendrons. Ces groupes d'autodéfense se disent prêts à participer au pourparlers inclusif sur la crise malienne. Des signatures qui annoncent sans doute un espoir de retour pour les 50 000 réfugiés maliens vivant sur le sol burkinabé. La journée des réfugiés commémorée demain est peut-être la dernière pour eux en tant que déplacés de guerre. Une équipe de la RTB est allée à leur rencontre à Souaga-Nyonyogo, dans la commune de Pabré. Plus de 2000 réfugiés y sont logés et restaurés grâce à l'aide d'ONG. Comment vivent-ils au quotidien? Quelles sont leurs attentes? Élément de réponse dans ce dossier signé Karim Patrick Namono. Mehdi Diko est l'un des 2640 réfugiés du site d'accueil de San-Nyonyogo. Lui, ses 3 épouses et leurs 6 enfants forment l'un des 800 ménages. À plus de 1000 km de son Kidal natal, il n'oublie pas son thé et son activité, la fabrication de coffrets à bijoux. Entouré des siens, il connaît la joie de vivre en famille. Mais cette jeune mère vit seule ici avec son enfant. Quand mon mari n'est pas là, ça ne me plaît pas. C'est pas bon, ça nous dérange même. Parce qu'un jour, on veut quelque chose, on n'a pas l'argent pour acheter. Sur le site, hommes et femmes s'occupent comme ils peuvent pour vivre ou survivre, c'est selon.
Leur vie n'est plus en danger et la Commission nationale des réfugiés CONAREF leur procure leurs moyens de subsistance. Chaque personne a droit à 12 kg du riz, 3 kg du haricot, 0,75 kg d'huile. Aussi, les enfants moins de 5 ans ont droit à 3 kg du CSB. Le CSB, c'est de la farine enrichie. Mais là où le bas blesse, c'est l'absence de moyens financiers pour l'achat des condiments. Certaines femmes vendent leur dotation alimentaire pour s'en procurer. Sur le site, les enfants s'égayent, mais certains présenteraient des symptômes de malnutrition. En plus des malnutris, les infirmiers du centre de santé et de promotion sociale de Sagne-Niogo reçoivent d'autres patients. Je vends en moyenne 30 malades par jour. Bon, les pathologies les plus rencontrées récemment, ce sont des infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques et puis les traumatismes par voie publique et les plaies. Les conditions d'hygiène, les aliments ou l'eau seraient-ils les causes des maladies diarrhéiques ou des dermatoses? Rien ne le prouve, mais la construction d'un système d'adduction d'eau potable viendra compléter les 8 forages du site. 8 bornes fontaines seront construites, dont 4 pour le site d'accueil et 4 pour les habitants de Sagne-Niogo qui vivent en parfaite harmonie avec les réfugiés. Depuis leur arrivée, nous nous entendons très bien et il n'y a jamais eu de problème entre nous. Même si les réfugiés confirment la cohabitation pacifique avec leurs voisins, ils demeurent tout de même nostalgiques qu'ils viennent de Kidal, de Tombouctou, de Gao ou de Mopti. Mon papa même, là-bas, et 3 grands frères et mes enfants aussi. Puis j'ai laissé quelques bœufs, quoi. La radio demeure leur seul lien avec le Mali, mais aussi un tremplin pour suivre les négociations. Ils louent tous les accords de paix signés à Ouagadougou, mais conditionnent leur retour au pays natal par l'avènement d'une paix définitive. S'ils n'ont pas fait la paix totale, qui favorise tous les fils du pays, tous les fils du pays seront égaux dans le pays. Nous, ça ne marche pas chez nous, on ne retourne pas. Meïdi Diko et sa famille espèrent de tout cœur le retour d'une paix durable au Mali. L'espoir, c'est le sentiment partagé par tous sur le site de Sagne-Niogo. Le soleil se couche certes, mais pour eux, demain est un autre jour. Justement, à l'occasion de la cérémonie officielle de commémoration de la Journée mondiale du réfugié, placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, président de la Commission nationale pour les réfugiés, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées sur le site du camp des réfugiés de Sagne-Niogo, dans la commune de Pabré, province du Kadiogo, région du centre, le jeudi 20 juin 2013 à partir de 8h30. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. Présentes sur le terrain du maintien de la paix, les forces armées nationales veulent atteindre leurs objectifs dans un contexte économique difficile. En réponse, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants entend orienter sa gestion vers le budget programme. Cette nouvelle approche va permettre une meilleure planification des actions à mener. Le CASEM 2013, ouvert hier, va révisiter à cet effet tous les programmes et actions de défense nationale. Jacques Lamy Satarpaga. Les forces de défense nationale s'inscrivent sur la ligne du budget programme, une nouvelle approche qui permettra au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants de mieux définir ses programmes et ses actions. Ce premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année se tient à un moment où l'armée burkinabé est engagée dans de nombreuses actions de maintien de la paix. Il nous faut définir pour notre environnement géostratégique actuel un format adéquat pour nos forces armées nationales et déterminer des normes de performance propres à l'outil de défense. C'est dire que la réflexion devait être poursuivie après le CASEM jusqu'à l'élaboration des outils nécessaires. Nous sommes en outre interpellés par le contexte sécuritaire régional et sous-régional, caractérisé au plus près de nous par la crise malienne. Cette situation est le troisième élément qui fonde ma conviction. Elle nous enseigne que nous devons recourir davantage à nos capacités d'anticipation dans l'exécution de nos missions,
alors que les contraintes budgétaires constituent une réalité dans un environnement national où se disputent les priorités en matière de développement socio-économique. Pour le chef d'état-major général des armées, seule une planification rigoureuse amènera les forces armées de défense à réaliser ses ambitions. Il faudra, a-t-il ajouté, saisir l'opportunité des changements qualitatifs qu'apporte le budget programme. L'efficacité de la police nationale, une fois encore démontrée dans la lutte contre le grand banditisme, cette fois, ce sont des présumés auteurs de contrefaçon de riz et de ciment qui en font les frais et qui méditent sur leur sort au commissariat de Signonguin. Leur mode opératoire, le reconditionnement de ces produits dans des emballages trafiqués. Les explications de la police avec Moussaki et Jacques Lamissa Tarpaga. Ce sont 4 présumés auteurs de contrefaçon de riz et de ciment arrêtés par les agents de la police du commissariat de Signonguin. Ils avaient en leur possession 245 sacs de riz et 40 tonnes de ciment reconditionnés dans des emballages trafiqués. En ce qui concerne d'abord la pratique sur le ciment, le nommé Tasseri et puis ses employés, ils paient, ils commandent donc le ciment Sinocem qu'ils entreposent dans leur magasin avec leur matériel, à savoir les tôles, etc., la machine. Ils opèrent, ils paient des sacs de marque Sim Togo ou bien de marque Diamond Cement. Et maintenant, ils se livrent donc, ils effectuent donc des opérations donc pour transvaser la marque Sinocem dans des sacs donc Togo ou dans des sacs donc Burkina. En ce qui concerne le riz, également, ils commandent les riz indiens de marque donc Oki de 50 kg. Ils paient également des emballages, des sacs de marque donc thaïlandaise de 25 kg et donc ils transvasent donc le riz indien dans des sacs donc thaïlandais. Les responsables de la société burkinabé Diamond Cement ont procédé à des prélèvements et à des analyses du ciment saisi. Ces commerçants, il paraît que ça fait plusieurs années qu'ils utilisent du ciment importé, du ciment de l'extérieur qui est produit à l'extérieur. Et comme eux-mêmes, ils doutent de la qualité et également, ils n'arrivent pas à vendre. Alors vous voyez, ces difficultés réunies, ils transfèrent la poudre dans l'emballage de Diamond Cement pour pouvoir écouler leurs produits. Alors, à vue, vous voyez que c'est l'emballage de Diamond Cement, mais le produit qui est dedans n'est pas le ciment de Diamond Cement. Ce point de presse a été une occasion pour les forces de l'ordre d'appeler une fois de plus les populations à plus de collaboration. Direction à présent la France, où le président de l'Assemblée nationale y a séjourné du 10 au 14 juin dernier. De ce voyage d'études auprès du Parlement français, Soumalo Ouattara fait une autre connaissance de la pratique du travail parlementaire. L'Assemblée nationale du Burkina entend ainsi bénéficier de l'appui de la France pour renforcer ses capacités et réussir son approche grande ouverture vers le public. Kwame Bama, Zoumana Traoré et Sylvain Vebamba. Je suis heureux de souhaiter en votre nom la bienvenue à une délégation de l'Assemblée nationale du Burkina Faso conduite par son président, M. Soumalo Apollinaire Ouattara. Le salut en séance, les députés français donnent là tout le caractère solennel de la présence du président de l'Assemblée nationale du Burkina. Nous sommes dans l'hémicycle en pleine séance de questions au gouvernement. Au Sénat, l'autre chambre du Parlement français, c'est la présence du premier responsable du Parlement burkinabé à la tribune présidentielle qui traduit la solennité de l'accueil. Le président Soumalo Apollinaire Ouattara en ces lieux pour renforcer sa vision sur l'organisation et le déroulement du travail des députés. Un travail qui s'articule autour des commissions parlementaires et la pleine mesure est prise avec la commission du développement durable. Des maillons essentiels de l'administration parlementaire française ouvrent leurs portes au président de l'Assemblée nationale burkinabé dans une approche d'échange pour un plus dans le renforcement et l'efficacité du travail parlementaire au Burkina. J'ai rencontré évidemment dans mes fonctions depuis 30 ans beaucoup de présidents d'assemblées étrangères et j'ai rarement rencontré quelqu'un qui ait à ce point des idées sur la façon dont il faut faire évoluer l'institution parlementaire pour l'adapter en permanence afin qu'elle rende le plus grand service aux citoyens et au pays. Tout en saluant la qualité des relations entre le Parlement français et burkinabé,
le président Ouattara exprimait toute sa gratitude au président Bartolone pour lui avoir permis d'effectuer cette visite riche en enseignements. Toutes les portes de l'Assemblée nationale nous ont été ouvertes. Nous avons pu partager les bonnes pratiques qui existent ici à l'Assemblée nationale française et nous pensons que cette expérience va être utile pour améliorer les services administratifs de notre Assemblée nationale. De son séjour parisien, le président de l'Assemblée nationale a laissé ses mots consignés dans le livre d'or du Sénat pour la postérité. Je rends un vibrant hommage aux femmes et aux hommes qui siègent dans ce sanctuaire de la démocratie. Ce communiqué de presse qui nous vient de la direction de la communication de la présidence du Faso. Le président Blaise Compaoré au Togo pour une visite de travail. Le président du Faso, M. Blaise Compaoré, effectue du 20 au 21 juin 2013 une visite de travail à Lomé au Togo. Avec son homologue togolais, M. Faure Gnassingbé, le président Blaise Compaoré discutera de questions relatives à la coopération bilatérale entre les deux pays et aussi des sujets ayant trait à l'actualité sous-régionale et internationale. En tant que président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le président togolais avait effectué une visite à Ouagadougou le 13 avril 2013 pour s'entretenir avec Blaise Compaoré des sujets de l'institution économique sous-régionale. En marge de ces entretiens entre les deux hommes d'État, le président du Faso assistera aux côtés de ses pairs ouest-africains à la 25e Assemblée générale ordinaire du groupe Ecobanca. C'est une évidence, l'orpaillage fait appel aux produits chimiques et cela a des inconvénients au plan environnemental, notamment la contamination des ressources en eau, une ressource rare au Burkina, vous le savez, mais indispensable à la vie. Le ministère en charge de l'eau met en garde contre l'utilisation abusive et anarchique de ces produits toxiques. C'est le message adressé aux orpailleurs dans le centre-nord à Boubacar Sagnon. L'utilisation des produits toxiques comme le cyanure et le mercure sur les sites d'orpaillage dans la région du Centre-Nord constitue un réel risque de pollution des ressources en eau. Les autorités régionales et celles des aménagements hydrauliques veulent réduire au minimum ces risques de contamination. À travers cet atelier, elles attirent l'attention des orpailleurs sur les dangers que constitue l'usage anarchique de ces substances nocives. Nous enregistrons malheureusement souvent des cas d'animaux qui meurent de façon suspecte, sans qu'on ne sache de façon précise de quoi ils meurent. Mais je pense que c'est dans des localités qui sont voisines des sites d'orpaillage. Donc nous pensons vraiment que c'est certainement l'utilisation de ces produits chimiques qui entraîne la mort de ces animaux. Et parfois aussi dans certains plans d'eau, nous constatons qu'il y a des poissons qui meurent. Et cela est lié probablement également à l'utilisation de ces produits chimiques toxiques. Au-delà des animaux, la mauvaise manipulation des produits chimiques sur les sites menace aussi toute la chaîne alimentaire. Au niveau des eaux souterraines, l'eau qui tombe s'infiltre. Une partie en s'infiltrant entraîne aussi les polluants dans le sol. Donc nos ressources en eau souterraine peuvent se trouver aussi en danger par rapport à cette activité. L'orpaillage contribue certes à la réduction de la pauvreté, mais il ne doit pas mettre en péril des vies humaines. C'est le principal message livré ici à ces orpailleurs. L'objectif est de faire prendre conscience à ces chercheurs de métal jaune du danger de la manipulation incontrôlée des polluants qu'ils utilisent. À son tour, la région du Plateau central inscrit son nom à l'opération de distribution à prix subventionné de semences améliorées, d'engrais et d'équipements agricoles. 4 800 charrues et 400 tonnes de semences pour un coût d'environ 385 millions de francs CFA vont être octroyés à des producteurs des 19 communes de la région. À terme, il s'agit pour le Plateau central et pour toutes les autres régions bénéficiaires d'accroître la productivité agricole. Adama Koulibaly. La saison agricole 2013-2014 augure certainement des lendemains meilleurs pour ces producteurs de la région du Plateau central grâce à ces charrues et semences améliorées dont ils viennent de bénéficier.
En effet, près de 4800 charrues et 400 tonnes de semences améliorées, composées de riz, maïs, sorgho, milo encore niébé vont être octroyées à des producteurs de 19 communes de cette région à des prix subventionnés. Coût de cette opération, plus de 385 millions de francs CFA pour accroître la productivité agricole dans cette zone qui demeure l'une des plus déficitaires au Burkina Faso. L'engrais, la charrue et les intrants, ce n'est pas facile. Mais comme on a eu comme ça va galvaniser notre travail. Ces semences vont certainement nous aider car avant on était obligé d'en acheter en plus de ce que nous récoltons. Grâce aux charrues, si nous obtenons des ânes et des bœufs, nous pourrons agrandir nos champs. Les semences et divers équipements sont cédés contre paiement de 15% de la valeur pour les hommes et 10% pour les femmes sous la supervision des agents du ministère en charge de l'agriculture. Ces agents-là, en fait, seront associés aux représentants des maires, aux représentants des chambres régionales d'agriculture et des CVD. En fait, c'est eux qui sont chargés de choisir les villages bénéficiaires. Et lorsque vous prenez une commune, vous avez tous les villages qui composent la commune et vous divisez ces villages en 3. Nous comptons vraiment sur la division en termes de répartition géographique par rapport aux possibilités qu'offre l'agriculture. Débutée depuis 2008, cette opération vise l'augmentation de la productivité agricole et partant la sécurité alimentaire des ménages en milieu rural. Trois régions, celles de la boucle du Mouhoun, du centre-nord et du Sahel, bientôt privées de l'accompagnement de l'INADES Formation à leur filière Anacarde et Sésame. Le projet d'appui à la valorisation des ressources agricoles locales dans ces filières est en fin d'activité. L'après INADES Formation est en discussion depuis hier entre les responsables du projet et les 15 000 producteurs et transformateurs concernés. Chaque Lami Satarpaga. Les producteurs dans les filières Anacarde et Sésame devront se prendre en charge désormais. Le projet d'appui à ces deux filières, conduit par l'Institut africain pour le développement économique et social INADES Formation, arrive à son terme après 4 ans d'exécution. L'heure est au bilan et cet atelier est organisé à cet effet. Le projet va prendre fin le 30 juin 2013 et donc nous sommes en train d'organiser cet atelier-là pour partager les acquis du projet et également les difficultés qu'on a rencontrées, mais surtout voir ensemble avec les acteurs quels sont les défis qui restent à relever. Bon, parce que nous, on a impulsé une certaine dynamique au sein de ces deux filières. Après le projet, il ne faudrait pas que cette dynamique-là s'arrête là. Elle devrait pouvoir se poursuivre et il faut que tous les acteurs impliqués dans l'une ou l'autre des filières puissent être conscients des enjeux, des défis qui restent à relever pour pouvoir poursuivre l'action après nous. L'appui à la valorisation des ressources agricoles locales, filière Anacarde et Sésame s'achève, mais les perspectives sont bonnes. Le projet ainsi que d'autres actions en soutien à ces filières-là ont permis déjà d'atteindre un certain nombre de résultats qui permettent à ces filières maintenant d'avoir une structuration un petit peu plus stable et donc des bases sur lesquelles développer l'avenir de ces filières. Je crois que les acteurs impliqués vont devoir prendre certaines responsabilités. Le projet a concerné 15 000 personnes dans la boucle du Moun, le centre-nord et le Sahel. Il s'est agi de faire en sorte d'améliorer, de diversifier et de sécuriser les revenus des producteurs et des transformateurs. Un seul centre d'hémodialyse pour la prise en charge des malades de l'insuffisance rénale au Burkina. Inutile de dire que le plateau technique est lui aussi insuffisant. Un symposium se penche sur la question depuis hier à Ouaga 2000. Professionnels de la santé, fournisseurs d'équipements médicaux et de consommables et personnes atteintes d'insuffisance rénale réfléchissent à une meilleure prise en charge de la maladie. Lazare Pouya. La question de la prise en charge des personnes atteintes de l'insuffisance rénale se pose avec acuité dans notre pays. Un seul centre à Ouagadougou assure pour le moment cette prise en charge avec un nombre croissant de patients qui sont peu satisfaits des coûts de soins. C'est donc pour changer la donne que l'Agence d'équipement et de la maintenance biomédicale AGEMAB et ses partenaires ont initié ce symposium dont l'objectif est de contribuer à améliorer la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique et de réfléchir sur le renforcement
des capacités techniques en hémodialyse. La situation est caractérisée par des insuffisances en termes de personnel spécialisé, en termes de plateaux techniques adaptés, et notamment les centres d'hémodialyse pour les soins et la survie des patients. Nous avons aussi des missions de développement des compétences, de transfert des technologies, de promotion du partenariat avec les fabricants, les équipementiers dans le domaine. Et c'est pourquoi il nous a paru important, et suite aussi aux instructions du gouvernement, d'œuvrer très rapidement au renforcement des capacités techniques pour l'hémodialyse dans notre pays. À ce symposium de 2 jours, fournisseurs d'équipements et de produits de santé, personnes souffrant de l'insuffisance rénale et professionnels de la santé vont autour d'une même table réfléchir et proposer des solutions pour une bonne prise en charge de l'insuffisance rénale au Burkina Faso. Pour le département de la santé, cette rencontre présente 2 atouts majeurs. C'est d'abord le partenariat qui se développe entre la GEMAB et des sociétés et fournisseurs d'équipements. Et deuxièmement, c'est un symposium qui est focalisé sur la prise en charge des insuffisants rénaux est très importante pour nous parce que c'est une pathologie qui est très peu connue et prise en charge. Les conclusions de ce symposium devront permettre de favoriser la création d'un second centre de l'hémodialyse à Bobo-Dioulasso et de mieux assurer la prise en charge de l'insuffisance rénale dans notre pays. Le patient drépanocytaire n'est pas non plus mieux loti en matière de prise en charge, notamment dans les urgences. Aujourd'hui, Journée mondiale de sensibilisation sur la drépanocytose, la formation des médecins et agents de santé est la voie choisie pour un meilleur traitement des cas. Le comité d'initiative contre la drépanocytose, en collaboration avec le ministère de la Santé, veut ainsi contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité des patients drépanocytaires. Yolande Lompo. Maladie génétique la plus répandue dans le monde, la drépanocytose constitue un problème de santé publique qui touche près de 155 pays. Dans la plupart des cas, la douleur est si intense qu'une prise en charge adaptée s'avère nécessaire. Et le patient drépanocytaire qui arrive en urgence a besoin d'un traitement rapide pour non seulement supprimer la douleur, mais aussi pour éviter les complications. À cet atelier, il s'agira de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité des patients drépanocytaires à travers une meilleure prise en charge. La prise en charge n'est pas gratuite. Il faut beaucoup de moyens. Ça va dans la centaine pour un examen. Par exemple, si vous avez un examen pour les yeux, vous avez au moins 125 000 francs à dépenser pour un seul œil. Donc vous multipliez par 2, ça fait 250 000 francs. Ça, c'est pour les yeux d'abord. Et au niveau aussi il y a des examens aussi de la hanche. Il y a tout ça qui varie de 25 000 en allant. Environ 70 praticiens venant de 13 régions prennent part à cette rencontre au cours de laquelle plusieurs thématiques seront développées. Il sera développé un certain nombre de thématiques allant de l'accueil du patient drépanocytaire au service d'urgence, au traitement de la douleur, à la sécurité transfusionnelle au niveau de la drépanocytose, aux indications aux pratiques transfusionnelles. Il sera également discuté et élaboré au cours de cet atelier des fiches techniques dans la prise en charge du patient drépanocytaire en urgence. Et en prélude à la journée mondiale de sensibilisation sur la drépanocytose, commémorée chaque 19 juin, le comité d'initiative contre la drépanocytose, le Grand-Duché de Luxembourg et le ministère de la Santé se donnent la main pour lutter contre cette maladie en renforçant les capacités de ces praticiens afin de permettre aux drépanocytaires de mener une vie relativement normale. La formation professionnelle comme alternative pour l'autonomisation de la jeune fille. L'offre est fournie par le Centre Claire-Logis de Bobo-Dioulasso, spécialisé dans les formations en coiffure et en couture. 3 ans d'apprentissage dans le centre ont permis à une quarantaine de jeunes filles de maîtriser les ficelles du métier. Témoin de la cérémonie de remise de leur attestation de fin de formation, Amadou Lougué. Une variété de tenues et de coiffures made in Claire-Logis. C'est l'œuvre de ces jeunes filles après 3 années de dur labeur abattues dans ce centre de formation professionnelle de Bobo-Dioulasso.
Elles sont 40 lauréates à recevoir leur parchemin de fin d'études en coupe de base, coupe couture et en coiffure esthétique. Tous les 3 ans que j'ai passés à Claire Logis, vraiment ça m'a rapporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis très fière. J'ai continué de faire la couture, j'ai participé à la formation dans des ateliers avant d'ouvrir mon atelier. Le centre de formation professionnelle Claire Logis de Bobo-Dioulasso a pour mission d'apprendre un métier aux jeunes filles et aux jeunes femmes déscolarisées ou défavorisées. Depuis son ouverture en 1992, plus de 4000 filles ont été accueillies et formées au foyer. Ici à Claire Logis, nous accueillons les jeunes filles qui ont été à l'école ou déscolarisées ou qui n'ont pas du tout eu la chance d'aller à l'école. Voilà. Et à travers notre mission, nous œuvrons vraiment pour l'épanouissement de la jeune fille et de la jeune femme. Le Claire Logis, comme je l'ai dit, c'est une seconde chance qui est donnée à des filles déscolarisées et non scolarisées de pouvoir s'insérer dignement dans la société. Et quand on dit jeune fille, on pense jeunesse. Et quand on dit jeune fille, on pense femme. Et aujourd'hui, tous les discours officiels reconnaissent que la jeunesse est le fer de lance de notre société et la jeunesse est l'avenir de ce pays. Et donc si on aime notre pays, si on croit en son avenir, on doit croire en ce qui se fait ici au Claire Logis, qui s'adresse et à la jeunesse et à la femme aussi, qui est le pilier de la société. Cette cérémonie marque en même temps la fin de l'année scolaire au centre. Les meilleures apprenantes ont reçu du matériel de couture et de coiffure, mais aussi des vélos, une façon de faciliter leur intégration sociale sur le terrain. Hier, elle a signé le montage de votre édition du 20h, une dernière signature à la RTB et à la vie sans doute, puisque Micheline Naba, Michou pour les intimes, nous a quittés très tôt ce matin des suites d'une courte maladie. La monteuse de la RTB s'en est allée, laissant dans la douleur parents, amis, connaissances et collègues de service qui l'ont accompagnée cet après-midi à sa dernière demeure. Un dernier voyage suivi pour nous par Sié Sylvestre. C'est ici, au cimetière de Kamouensien à Ouagadougou, que repose désormais Micheline Naba. Michou, comme l'appelaient affectueusement ses confrères et consoeurs de la télévision du Burkina, est enterrée ce mercredi 19 juin aux environs de 17h30. Et dire que hier, à pareille heure, elle était en plein montage des reportages à diffuser au journal télévisé de 20h. La mort l'a brutalement arrachée à l'affection de ses proches dans la matinée de ce mercredi des suites d'un malaise respiratoire. Destin cruel qui suscite consternation et interrogation. Je suis dépassée, je n'ai aucun mot à dire. Rien que hier soir, on était ensemble quand elle préparait l'édition de 20h. Il n'y avait aucun problème. Et ce n'est que le matin, on a pris la mauvaise nouvelle. Que la terre lui soit légère. Elle était vraiment une bonne personne, serviable et à l'écoute de tout le monde. C'est une aînée vraiment dans le métier, mais elle était toujours là pour nous. Au moment où la RTB souhaite mobiliser l'ensemble des professionnels pour la qualité qu'on a connue d'elle, c'est une énorme perte. Micheline, très attentive, très soucieuse, la qualité du travail bien fait. Toujours disponible. À la morgue de l'hôpital Yalgado cet après-midi, pour la levée du corps de Michou, les émotions étaient vives. De la morgue, la dépouille mortelle est conduite à domicile à Amdalaï pour l'oraison funèbre, conduite par la communauté musulmane, et enfin au cimetière pour l'enterrement. Diverses personnalités du monde de la communication, le personnel de la RTB, mais aussi des collègues et amis, étaient là aux côtés de la famille éplorée pour rendre un dernier hommage à Michou. Tu as fait de l'audiovisuel ta passion. Ton calme et ton abnégation au travail t'ont valu l'estime, non seulement de tes supérieurs, mais également de tes nombreux collègues. Nous gardons encore en mémoire ton esprit de sacrifice, ton sens de l'organisation pour la continuité du service et son bon fonctionnement. Micheline Kampoy Naba, ici en image, toujours souriante et joviale, totalise 8 ans de service à la télévision du Burkina. Avant son décès, elle était en service à la section montage. Elle laisse derrière elle une adolescente,
une mère et un mari éplorés. Micheline Naba était âgée de 31 ans. Voilà, que l'âme de la défunte repose en paix et toutes nos condoléances à la famille éplorée. Excellent suite de programme sur la RTB. Je vous retrouve tout à l'heure pour le Conseil des ministres.